Deuxième partie. Couché ainsi, il le resta très longtemps. Il lui arrivait même d'avoir l'impression de se réveiller, et à ces moments-là, il remarquait que la nuit était tombée depuis longtemps, or, il ne lui venait pas à l'esprit de se lever. Il remarqua enfin que la lumière luisait comme en plein jour. Il gisait de tout son long sur le divan, encore hébété de cette absence qui l'avait saisi. Des hurlements désespérés, terrifiants, lui parvenaient violemment de la rue, des hurlements qu'il écoutait, du reste, toutes les nuits sous sa fenêtre vers les 2 heures. C'est eux qui venaient de le réveiller à présent. Ah, les ivrognes qui sortent déjà des tavernes, se dit-il. 2 heures passées. Et d'un coup il bondit, comme si quelqu'un venait de l'arracher au divan. Comment? Déjà 2 heures passées. Il s'assit sur le divan, et là, il se souvint de tout. D'un coup, en une seconde, il se souvint de tout. Le premier instant, il pensa qu'il allait devenir fou. Un froid terrifiant le saisit, mais ce froid venait aussi de la fièvre qui avait commencé depuis longtemps dans son sommeil. À présent, cette fièvre prit soudain une telle ampleur que c'est tout juste si ses dents ne jaillirent pas hors de sa bouche, et tout littéralement se mit à bouger en lui. Il ouvrit la porte et se mit à écouter. Tout dormait complètement dans la maison. C'est avec stupeur qu'il examinait lui-même et tout ce qu'il y avait dans sa chambre, et il ne comprenait pas. Comment hier, en rentrant, avait-il pu ne pas fermer la porte au crochet et se jeter sur le divan, non seulement tout habillé, mais même coiffé de son chapeau? Le chapeau avait roulé de sa tête et était là, par terre, à côté de l'oreiller. Si quelqu'un était entré, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Que je suis saoul, mais... Il se précipita vers la fenêtre. Il y avait assez de lumière et il se mit très vite à s'examiner, tout entier, des pieds à la tête, tous ses habits. N'y avait-il pas de traces? Mais ce n'était pas possible comme ça. Tremblant de fièvre, il se déshabilla et une nouvelle fois il examina tout. Il retourna tout jusqu'au dernier fil, à la dernière loque, et se défiant de lui-même, il répéta cet examen 3 fois de suite. Mais il n'y avait rien, semblait-il, aucune trace, juste à un endroit, où le pantalon en bas s'effilochait et pendait comme une frange. Sur cette frange, il restait des traces épaisses d'un sang coagulé. Il saisit un grand canif et il coupa la frange. Il n'y avait plus rien d'autre apparemment. Soudain il se souvint que le porte-monnaie et les objets qu'il avait pris chez la vieille dans la malle, que tous, jusqu'à présent, ils étaient restés dans ses poches, et jusqu'à présent, il n'avait pas pensé à les sortir et à les cacher. Il ne s'en était même pas souvenu, là, tout de suite, quand il avait examiné tous ses habits. Qu'est-ce que c'était que ça? En un clin d'œil, il se précipita pour les sortir et les jeter sur la table. Après avoir tout ressorti, après avoir même retourné les poches pour s'assurer qu'il ne restait vraiment rien, il transporta tout ce tas dans un coin. Là, au fond de ce coin, en bas, à un certain endroit, les papiers peints qui s'étaient décollés du mur étaient déchirés. Tout de suite, il engouffra tout cela dans ce trou sous le papier. Ça entre, tout, du balai, même le porte-monnaie, pensait-il avec joie, se redressant et posant un regard hébété dans le coin, sur ce trou qui s'était agrandi encore davantage. Soudain, il frissonna tout entier d'épouvante. « Mon Dieu !» chuchotait-il, désespéré. « Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est comme ça qu'on cache ?» Certes, il ne s'était pas attendu à avoir des objets. Il pensait qu'il n'y aurait que de l'argent, et il n'avait pas préparé de place à l'avance. Mais maintenant, qu'est-ce qui me réjouit? Se demandait-il. Est-ce que c'est comme ça qu'on cache? C'est vraiment la raison qui m'abandonne. Épuisé, il se rassit sur le divan et tout de suite, une fièvre insupportable se remit à le secouer. Machinalement, il tira sur lui son ancien manteau d'étudiant, un manteau d'hiver, chaud, mais déjà presque en loques, qui était près de lui, sur la chaise. Il s'en couvrit, et le sommeil, accompagné de délire, s'empara de lui sur le champ. Il sombra dans l'inconscience. Pas plus de 5 minutes plus tard, il bondit à nouveau, et tout de suite, dans un état second, il se précipita une nouvelle fois vers ses habits. Comment est-ce que j'ai pu me rendormir quand rien n'est fait? Mais bien sûr, la boucle sous l'aisselle, je n'ai toujours pas enlevée. Oublié une chose pareille, je l'ai oubliée.
une pièce à conviction pareille. Il arracha la boucle et se mit très vite à la déchirer en morceaux, en la fourrant sous l'oreiller avec le linge. Des bouts de tissu en loques, en aucun cas ça ne pourra éveiller les soupçons. Je crois que c'est ça, répétait-il, debout, au milieu de la pièce. Et c'est avec une tension qui allait jusqu'à la douleur qu'il se remit à tout examiner autour de lui, le plancher et partout. N'avait-il rien oublié? La certitude que même la mémoire, même la plus simple réflexion l'abandonnait, commençait à le torturer d'une façon insupportable. Quoi? Est-ce que ça commence déjà? C'est donc déjà vraiment le début du supplice? Mais oui, c'est ça. De fait, les bribes de la frange qu'il avait coupées sur son pantalon étaient restées là par terre, au milieu de la pièce, pour que le premier venu puisse les voir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? S'écria-t-il à nouveau comme éperdu. Il lui vint alors une idée étrange. Et quoi? Peut-être si tous ses habits étaient en rang. Quoi? Peut-être s'il y avait plein de taches, mais que lui seulement, il ne voyait plus rien. Il ne remarquait rien, parce que sa capacité de réflexion s'était affaiblie, émiettée. L'esprit est obscurci. Soudain, il se souvint que sur le porte-monnaie aussi il y avait du sang. Mais dans ce cas-là, dans la poche aussi, il doit y avoir du sang, parce que le porte-monnaie a été mouillé quand je l'ai fourré dedans. En un clin d'œil, il retourna ses poches et... Mais bien sûr, il y avait des traces sur le revers de la poche, des taches. Donc la raison ne m'a pas encore complètement abandonné. Donc j'ai encore de la réflexion et de la mémoire. Si je m'en suis rendu compte moi-même, si j'ai deviné, se dit-il en triomphant avec un soupir profond et joyeux de toute la poitrine. Juste une faiblesse de la fièvre, le délire d'une minute. Et il arracha tout le revers de la poche gauche de son pantalon. À cet instant, un rayon de soleil éclaira sa chaussure gauche. Sur sa chaussette, qu'on apercevait par un trou de la chaussure, des traces semblèrent apparaître. Il enleva sa chaussure à toute vitesse. Oui, des marques. Tout le bout de la chaussette est imbibé de sang. Sans doute, par imprudence, avait-il mis le pied dans la flaque. Mais que faire maintenant avec tout ça? Où les mettre? La chaussette, la frange, la poche. Il prit le tout dans la main et il resta là, au milieu de la pièce, dans le poêle. Mais c'est par le poêle qu'ils vont commencer à fouiller. Le brûler? Mais avec quoi le brûler? Je n'ai même pas d'allumette. Non, le mieux c'est de sortir, je ne sais où, et de tout jeter. Oui, mieux vaut tout jeter, répétait-il, se rasseyant sur le divan. Et tout de suite, à la seconde, sans attendre. Mais au lieu de cela, sa tête se penchait à nouveau vers l'oreiller. Une fièvre insupportable le glaça de nouveau. Il tira de nouveau sa capote sur lui, et longtemps, pendant plusieurs heures, il se disait toujours, par éclair, comme dans une brume, « Tout de suite là, maintenant, sans attendre, allez, je ne sais où, et tout jeter, et plus de traces, mais vite, vite !» Il voulut quitter le divan plusieurs fois de suite, il essaya de se lever, mais il ne pouvait pas. Il fut définitivement réveillé par des coups très sonores contre la porte. « Mais ouvre, t'es mort ou quoi ?» « Et lui, il pionce toujours !» criait Nastasia, tapant du poing contre la porte. « Des jours entiers, comme un vieux chien, il pionce. »« Mais ouais que t'es un vieux chien ! Mais ouvre enfin, 10 heures passées !»« Peut-être qu'il est pas là ?» dit une voix d'homme. « Bah, c'est la voix du concierge. Qu'est-ce qu'il lui faut ?» Il bondit et s'assit sur le divan, son cœur battit si fort que ça lui fit mal. « Et pourquoi il s'enferme au crochet ?» répliqua Nastasia. « Non mais, il s'enferme maintenant. Peur que le voleur l'emporte, lui ?»« Ouvre, grand chef, réveille-toi !»« Qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi le concierge ? Ils savent tout. Résister ou ouvrir ? Perdu. » Il se leva à demi, se pencha à demi et ôta le crochet. Sa chambre était telle qu'on pouvait ôter le crochet sans se lever du lit. C'était cela. Le concierge et Nastasia. Nastasia le toisa comme d'un regard étrange. Lui, il lança un regard de défi désespéré vers le concierge. Celui-ci, sans rien dire, lui tendit un papier gris, plié en deux et cacheté par de la cire à cacheter les bouteilles. « Une convocation du poste, » marmonna-t-il en tendant le papier. « De quel poste ?»« À la police, quoi. Il vous convoque au poste. On sait ce que c'est, le poste. »« La police? Mais pourquoi ?»
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il convoque, alors on y va. Il le regarda attentivement, regarda autour de lui, et s'apprêta à repartir. « Mais t'es malade, vraiment, alors ?» remarqua Anastasia sans le quitter des yeux. Le concierge aussi, pour une minute, se retourna. « Depuis hier, il a la fièvre, » ajouta-t-elle. Il ne répondait rien, gardait à la main son papier sans le décacheter. « Mais te lève pas, » poursuivit Nastasia, prise de pitié, voyant qu'il sortait les jambes du divan. « T'es malade, reste là, y a pas le feu. »« Qu'est-ce que t'as dans la main ?» Il regarda dans sa main droite. Il y avait les morceaux de frange découpés, la chaussette et les loques de la poche arrachées. Il avait dormi avec ça. Par la suite, réfléchissant à tout cela, il se souvenait qu'il se réveillait à moitié dans la fièvre, qu'il serrait tout ça de toutes ses forces dans la main et qu'il se rendormait ainsi. Non mais, il se prend des loques et il s'endort avec, comme si c'était un trésor. Et Nastasia éclata de son rire maladivement nerveux. Lui, en une seconde, il fourra le tout sous sa capote et la fixa du regard de toutes ses forces. Même si, à cet instant, il était très peu capable de réfléchir d'une façon tout à fait saine, il sentait que ce n'était pas ainsi qu'on devait traiter un homme qu'on viendrait arrêter. Mais... la police? Tu voudrais pas du thé? T'en veux ou t'en veux pas? Je t'en apporte, il en reste. Non, j'y vais tout de suite, marmonnait-il, se redressant. Mais t'es même pas capable de descendre l'escalier, si ça se trouve. J'y vais. Comme tu veux. Elle sortit derrière le concierge. Il se précipita tout de suite vers la lumière pour examiner la chaussette et la frange. Il y a des taches, mais on ne remarque pas tout de suite. Tout s'est sali, effacé, tout s'est déjà décoloré. Si on n'est pas prévenu, on ne voit rien. Nastasia, donc, de loin, n'a rien pu voir. Dieu soit loué. Alors, en frissonnant, il décacheta la convocation et se mit à lire. Il lut, pendant longtemps, et finit par comprendre. C'était une convocation ordinaire du commissariat de quartier pour venir le jour même, à 9h30, dans le bureau du commissaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi tout seul, je n'ai rien à faire avec la police. Et pourquoi précisément aujourd'hui? Se demandait-il dans une stupeur torturante. Mon Dieu. Mais, vite, au moins. Il voulut se jeter à genoux pour prier, mais il éclata de rire. Non pas pour la prière, mais pour lui-même. Il s'habilla en hâte. Perdu. Pour perdu. Tant pis. Une idée le traversa soudain. Mettre la chaussette. Elle va encore s'empoussiérer, les traces vont disparaître. Mais à peine l'eut-il remise qu'il se l'arracha tout de suite avec dégoût et épouvante. Il l'arracha et, réalisant qu'il n'en avait pas d'autre, il la remit à nouveau et à nouveau il éclata de rire. Tout ça, c'est des conventions, tout est relatif, tout ça ne sont que des formes, se dit-il, en un éclair, avec juste un petit coin de pensée, tout en tremblant lui-même de tout le corps. Mais voilà, je l'ai remise, c'est quand même fini par la remettre. Le rire, du reste, se changea tout de suite en désespoir. Non, pas la force, se dit-il, ses jambes tremblaient. La peur, marmonna-t-il intérieurement. La fièvre lui donnait le tournis, la migraine. C'est une ruse. Ils veulent m'attirer par ruse et d'un seul coup m'anéantir, poursuivait-il pour lui-même en descendant l'escalier. Le plus moche, c'est que je délire presque. Je peux faire une gaffe, une bêtise. Dans l'escalier, il se souvint qu'il laissait les objets tels quels derrière les papiers peints. Et là, si ça se trouve, pendant qu'il n'est pas là, exprès, une perquisition, se souvint-il, et il s'arrêta. Mais un tel désespoir et un tel cynisme de la mort, pour ainsi dire, s'emparèrent soudain de lui, qu'il renonça et poursuivit sa route. Mais vite, au moins. Dans la rue, la chaleur était à nouveau insupportable. Pas une seule goutte de pluie de toutes ces journées. Rien que de la poussière, de la brique, la chaux, à nouveau la puanteur qui venait des boutiques et des tavernes, à nouveau, à chaque instant, les ivrognes, des livreurs finlandais, des cochers à moitié affalés. La lumière lui frappa violemment les yeux, si bien que le simple fait de regarder devint une souffrance, et sa tête se mit à tourner complètement. Sensation habituelle de l'homme pris par la fièvre quand il sort soudain dans la rue par une journée de grand soleil. Arrivé à l'angle de la rue de la Veille, il y jeta un coup d'œil empreint d'une inquiétude torturée, vers l'autre immeuble, et tout de suite, il détourna les yeux.
S'ils m'interrogent, peut-être que je leur dirai, pensa-t-il en approchant du poste. Le poste était à 1/4 de verste de chez lui. On venait juste de le transférer dans un nouvel immeuble au 3e étage. Les anciens locaux, Raskolnikov y était allé, dans le temps, très brièvement, mais il y avait très longtemps. Entrant sous la porte cochère, il vit à droite un escalier qu'un type descendait, un livre à la main. Le concierge. Donc, il est là, le poste. Et il monta au hasard. Il ne voulait rien demander à personne. J'entre, je me mets à genoux et je raconte tout, se dit-il en entrant au 3e étage. L'escalier était étroit, raide, couvert d'ordures. Toutes les cuisines de tous les appartements des 3 étages s'ouvraient sur cet escalier et restaient ainsi presque toute la journée. De là venait une touffeur terrifiante. On voyait monter et descendre des concierges avec des livres sous le bras, des commis et toutes sortes de gens des 2 sexes. Des visiteurs. La porte du commissariat lui-même restait grande ouverte. Il entra et s'arrêta dans le vestibule. Il y avait là toutes sortes de paysans debout qui attendaient. Là aussi, la touffeur était extraordinaire et, en plus, une autre odeur vous rendait presque malade, celle de la peinture, des pièces qu'on venait de repeindre, de l'huile de lin rance et pas encore tout à fait sèche. Après une courte attente, il décida de s'avancer encore dans la pièce suivante. Ces pièces, elles étaient toutes minuscules, basses de plafond. Une impatience terrible l'entraînait plus loin, toujours plus loin. Personne ne le remarquait. Dans la 2e pièce, il y avait des genres de scribes qui restaient là et écrivaient. Des scribes à peine mieux habillés que lui, des espèces de gens étranges à les voir comme ça. Il se tourna vers l'un d'eux. « Tu vois quoi ?» Il montra la convocation du commissariat. « Vous êtes étudiant ?» demanda l'autre, après un coup d'œil sur la convocation. « Oui, ancien étudiant. » Le scribe le toisa du reste sans la moindre curiosité. C'était un homme particulièrement hirsute qui portait dans le regard une idée immobile. De celui-là, on ne pourra rien savoir parce que ça lui est égal, se dit Raskolnikov. « Allez voir là-bas, chez le secrétaire, » dit le scribe, en tendant le doigt devant lui et en indiquant la toute dernière pièce. Il entra dans la pièce, la 4e, étroite et pleine à ras-bord de public. Des gens un peu mieux habillés que ceux des autres pièces. Il y avait 2 dames parmi les visiteurs. L'une en deuil, pauvrement vêtue, était assise au bureau en face du secrétaire et écrivait quelque chose sous sa dictée. Quant à l'autre dame, une dame bien en chair, pourpre, avec des taches encore plus rouges, imposantes, et habillée avec un luxe vraiment comme très frappant, portant sur la poitrine une broche aussi grande qu'une soucoupe à thé, elle restait debout, à l'écart, et paraissait attendre. Raskolnikov tendit sa convocation au secrétaire. L'autre y jeta un coup d'œil, dit « Attendez » et continua de s'occuper de la dame endeuillée. Il respira plus librement. Sans doute pas ça. Peu à peu, il se sentit ragaillardir. Il s'exhorta de toutes ses forces à se ragaillardir et à trouver tous ses esprits. N'importe quelle bêtise, n'importe quelle imprudence, même la plus petite, et je peux me trahir de fond en comble. Dommage qu'il n'y ait pas d'air ici, ajouta-t-il. On étouffe. La tête tourne encore plus, et la raison aussi. Il sentait en lui-même le plus grand désordre. Il avait peur de ne pas pouvoir se maîtriser. Il essayait de s'accrocher à quelque chose, de penser à quelque chose de tout à fait fortuit, mais ça ne marchait pas du tout. Le secrétaire du reste l'intéressait très fort. Il avait toujours envie d'essayer de deviner quelque chose à son visage, de lire sur son visage. C'était quelqu'un de très jeune, environ 22 ans, au visage buriné et très vif, qui paraissait avoir plus que son âge, habillé à la mode comme un dandy, avec une raie sur la nuque, coiffé et pomadé, portant beaucoup de bagues et d'anneaux sur ses doigts blancs aux ongles lissés avec des brosses et des chaînes d'or sur le gilet. Il avait même dit 2 mots en français à un étranger qui se trouvait là et d'une façon très satisfaisante. « Louisa Ivanovna, vous pourriez vous asseoir » dit-il en passant à la dame pourpre fastueusement vêtue et qui était restée debout, n'osant pas s'asseoir, encore qu'il y eût une chaise libre à côté d'elle. « Ich danke » dit-elle, et
Tout doucement, avec un bruit de soierie, elle se posa sur la chaise. Sa robe bleu ciel avec une garniture de dentelle blanche comme une montgolfière s'étala tout autour de la chaise et occupa presque la moitié de la pièce. Une odeur de parfum envahit tout. Pourtant la dame visiblement avait un peu honte d'occuper la moitié de la pièce et d'être aussi parfumée, et si elle affichait un sourire à la fois peureux et insolent, elle demeurait vraiment inquiète. La dame en noir en termina enfin et voulut se lever. Soudain un nom sans bruit, d'un air tout à fait fringant, et en tournant les épaules d'une façon un peu particulière à chaque pas, entra un officier. Il jeta sa casquette à cocarde sur le bureau et s'assit dans un fauteuil. La dame fastueuse bondit littéralement de sa place en le voyant, et c'est avec une sorte d'exaltation particulière qu'elle se mit à faire des révérences. Mais l'officier ne lui accorda aucune attention, et elle n'osa plus se rasseoir en sa présence. C'était un lieutenant, adjoint du commissaire du quartier, aux moustaches horizontales, châtain roux, dressées de chaque côté, et aux traits du visage minuscule, qui n'exprimaient d'ailleurs rien de particulier, sinon une certaine insolence. Il regarda de biais Raskolnikov avec comme de l'indignation. Le costume que celui-ci portait était vraiment trop laid, et malgré tout son état d'abaissement, son port droit ne correspondait pas encore à ce costume. Raskolnikov, par imprudence, le regarda trop longtemps et trop directement, au point que l'autre même s'en vexa. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria-t-il, visiblement surpris qu'un loqueteux pareil ne pense même pas à se faire tout petit sous les éclairs qu'il lui lançait. « On me demande... sur convocation ?» répondit avec peine Raskolnikov. « C'est pour l'affaire de l'injonction à payer contre un étudiant, » intervint très vite le chef de bureau. « Tenez !» Et il envoya un cahier à Raskolnikov en lui indiquant l'endroit. « Lisez. »« À payer... à payer quoi ?» se disait Raskolnikov. « Mais... donc, ce n'est certainement pas ça. » Il tressaillit de joie. Il se sentit soudain terriblement, mais indiciblement léger, comme un fardeau qui lui tombait des épaules. « Et à quelle heure est-il écrit que vous veniez, monsieur ?» cria le lieutenant de plus en plus vexé d'on ne savait quoi. « C'est écrit à 9 heures, il est presque midi. »« On me l'a apporté il y a un quart d'heure, » répondit d'une voix forte et par-dessus son épaule Raskolnikov qui, lui aussi, d'un seul coup, et en se surprenant lui-même, se mit en colère et trouvait même dans cette colère un certain plaisir. « C'est déjà bien que je sois venu, malade comme je suis, avec ma fièvre. Je vous prie de ne pas crier. » « Je ne crie pas, je parle d'une voix tout à fait posée, c'est vous qui me criez dessus, mais je suis étudiant et je ne me permettrai pas qu'on me crie dessus. » L'adjoint se mit dans une rage telle qu'au premier instant, il fut même incapable de prononcer un mot. Ce furent juste des sortes de postillons qui lui sortaient de la bouche. Il bondit de sa place. « Je vous prie de vous taire. Vous êtes dans un lieu public. Pas de scandale, monsieur. » « Vous aussi, vous êtes dans un lieu public, » s'écria Raskolnikov. « Et en plus de crier, vous fumez une cigarette. Et donc, vous nous manquez de respect, à tous. » Après avoir prononcé ces mots, Raskolnikov ressentit un plaisir indicible. Le secrétaire les regardait en souriant. Le bouillant lieutenant était visiblement très surpris. « Ça ne vous regarde pas » finit-il par crier d'une voix artificiellement sonore. « Mais tenez plutôt, répondez à la requête déposée contre vous. Montrez-lui, Alexandre Grigorievitch. Parfaitement une plainte. On refuse de payer? Chante toujours, Bommerle !» Mais Raskolnikov ne l'écoutait déjà plus, et il saisit avidement le papier, cherchant au plus vite la réponse à l'énigme. Il lut une fois, 2 fois, et il ne comprenait toujours pas. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il au secrétaire. « C'est de l'argent qu'on vous demande, sur une reconnaissance de dette, une injonction à payer. Vous devez soit payer avec toutes les dépenses, les intérêts, etc., soit donner une réponse écrite et indiquer quand vous serez en mesure de payer et en même temps promettre de ne pas quitter la capitale avant d'avoir payé et de ne pas vendre ou de ne pas cacher vos biens. Le créancier, lui, reste libre de vendre vos biens et de vous appliquer les rigueurs de la loi. Mais je ne dois rien à personne. Ça ne nous regarde pas, mais nous avons reçu sur plainte une traite venue à échéance et légalement protestée d'un montant de 115 roubles, remise par vous à la veuve de l'assesseur de collège,
Tsarnitsyn, voici 9 mois, est transmise pour paiement au conseiller surnuméraire Tchebarov par la dite veuve Tsarnitsyna, et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à faire votre déclaration. Mais c'est ma logeuse. Et alors, que c'est votre logeuse? Le secrétaire le regardait avec un sourire de compassion condescendante et en même temps l'air d'un certain triomphe, comme on regarde un petit bleu qui commence juste à subir l'épreuve du feu. « Alors, vieux, comment tu te sens maintenant ?» Mais qu'avait-il à faire, oui, qu'avait-il à faire maintenant de cette traite, de cette injonction? Est-ce que maintenant tout cela valait ne serait-ce que le moindre début d'inquiétude à son tour, ne serait-ce même que la moindre attention? Il restait là, il lisait, écoutait, répondait, il posait même des questions, mais il faisait tout cela machinalement. Le triomphe de l'instinct de conservation, la délivrance d'un danger qui le pressait, voilà ce qui, à 7 minutes, emplissait tout son être, sans chercher à prévoir, sans analyse, sans vouloir essayer de résoudre des énigmes ou de les poser, sans aucun doute, sans aucune question. Ce fut une minute de joie pleine, immédiate, purement animale. Mais à cette même minute, il y eut dans le bureau comme la foudre et le tonnerre. Le lieutenant, encore tout bouleversé par le manque de respect, brûlant encore de l'offense et cherchant à redresser sa dignité blessée, se jeta avec tous ses éclairs sur l'infortunée dame fastueuse qui le regardait depuis le moment où il était entré avec un sourire des plus stupides. « Et toi, espèce de cria-t-il soudain à pleine gorge. La dame en deuil était déjà sortie. « Qu'est-ce qui s'est donc passé là-bas, chez toi, cette nuit, hein? Encore une fois, la honte, tu nous fais du scandale dans toute la rue, encore des bagarres et des saouleries. Tu veux nous faire un tour au poste? Moi, je te l'avais déjà dit, je t'avais prévenu 10 fois déjà qu'il n'y en aurait pas de 11e, et toi tu recommences, toujours, espèce de... Raskolnikov en laissa tomber le papier de ses mains et posa un regard abasourdi sur la dame fastueuse qui venait de se faire arranger d'une façon si protocolaire. Il comprit très vite, du reste, de quoi il s'agissait, et tout de suite l'histoire commença même à lui plaire au possible. Il écoutait avec plaisir au point même qu'il avait envie de rire aux éclats, mais de rire. Ses nerfs tressautaient littéralement. « Il y a un Petrovitch » voulut intervenir le secrétaire avec sympathie, mais il s'arrêta pour attendre le moment, car le lieutenant bouillant ne pouvait plus être retenu que de force, ce qu'il savait d'expérience. Quant à la dame fastueuse, au début elle se mit littéralement à frissonner sous ses éclairs et ses coups de tonnerre, mais, chose étrange, plus les injures s'accumulaient et devenaient salées, plus son apparence à elle se faisait aimable, plus charmant se faisait le sourire qu'elle adressait au terrible lieutenant. Elle gigotait sur place, se dressait, se rasseyait et attendait avec impatience qu'on lui permît enfin de placer une parole, et son attente fut récompensée. « Je n'ai pas eu de bruit ni de paccard, monsieur capitaine, se mit-elle soudain à débiter à toute vitesse avec un fort accent allemand, mais dans un russe plein d'allant, et aucun scandale, mais c'est lui qui est venu ivre. Moi, je raconte tout à fou, monsieur capitaine, moi, innocente. Moi, j'ai maison honnête, monsieur capitaine, et manière honnête, monsieur capitaine, et moi, jamais, j'ai voulu aucun scandale. Et lui, venu complètement ivre, et lui demandait 3 autres bouteilles, et un après l'effet chambre, et jouer au piano avec pied très mal, pour maison honnête. Et il voulait der ganze piano kassiert, et très aucune manière, et j'ai dit à lui, et lui prit bouteille. Et avec 10 bouteilles cognac tous par derrière, et la moitié chez le quartier appelé et Carl venu, et lui prit Carl et mit le gogard sous l'œil, à Henriette aussi, gogard sous l'œil, et à moi 5 fois sur la joue claque. Très indélicate, pour maison honnête, monsieur capitaine. Et moi, j'ai grillé. Et là, lui, il ouvre fenêtre et organale, et monte dessus, et vit un petit gojon. Il hurlait, et c'est la honte. Et comment on peut, sur fenêtre, vit un petit gojon hurler? Et c'est la honte. Oui. Et Carl par derrière, par le frac de la fenêtre, lui tirait là. Oui, c'est vrai, monsieur capitaine. Et lui a une robe toute déchirée.
Elle a lui grillé que moi 15 roubles, man muss lui an Straf payiert, et moi-même, monsieur Capitaine, 5 roubles lui für sein Rock payiert, et c'est gliant déshonnête, monsieur Capitaine, et tout Skandale lui gemacht, lui dire à moi, grosse satire gedrückt wird so fou, et qu'a dans toute casette je écrire bœuf. Un auteur, donc. Oui, monsieur Capitaine, et très déshonnête client, monsieur Capitaine, quand dans maison honnête... Bon, ça va. Je t'avais déjà dit, et souvent, hein. Je t'avais déjà dit. Ilya Petrovitch, intervint à nouveau d'une voix grave le secrétaire. Le lieutenant le regarda très vite. Le secrétaire fit un léger signe de tête. Bon, alors, voilà, très honorable Louisa Ivanovna, ce que je te dis pour la toute dernière fois, et ça vraiment... C'est la dernière, poursuivit le lieutenant. S'il arrivait encore ne serait-ce qu'un seul scandale dans ta maison honnête, moi, pour ça, je t'envoie zu Under, comme on dit dans le grand style. Compris? Alors ton homme de lettres, ton auteur, pour un pan de son habit, il s'est tapé 5 roubles dans ta maison honnête. Voilà ce que c'est des auteurs. Et il envoya un regard de mépris vers Raskolnikov. Il y a 2 jours dans une taverne, une autre histoire dans le même genre. Il mange et il refuse de payer. Attention, n'est-ce pas? Je vais vous décrire dans une satire. Ou en bateau, un autre, la semaine dernière, qui a traité les noms les plus vulgaires. Une famille honorable, un conseiller actuel, son épouse et sa fille. Tout à l'heure encore, dans une pâtisserie, il y en a un qui s'est fait mettre dehors. Voilà ce que c'est, les auteurs, les hommes de lettres, les étudiants, les orateurs. Zut! Et toi, dehors! Je vais venir jeter un œil moi-même chez toi. Gare! Tiens, compris? Louisa Ivanovna se mit à faire des révérences dans tous les sens avec une amabilité précipitée, et en faisant ces révérences, elle parvint jusqu'à la porte, mais à la porte, en reculant, elle se cogna contre un officier important, au visage ouvert et avenant, orné de magnifiques favoris blonds très fournis. C'était Nicodim Fomitch, en personne, le commissaire du quartier. Louisa Ivanovna s'empressa de s'aplatir presque jusqu'au sol, et à petits pas pressés, en sautillant, elle s'envola hors du bureau. Encore du fracas, tonnerre et foudre, bourrasque et ouragan, s'adressa d'une voix aimable et amicale Nicodim Fomitch à Ilya Petrovitch. Encore une fois le cœur tout retourné, tout bouillonnant. Dans l'escalier déjà, je l'entendais. Ben quoi, prononça Ilya Petrovitch avec une noble insouciance. Et même pas ben quoi, mais quelque chose comme ben quoi. Et il passa à un autre bureau avec toutes sortes de papiers en tressaillant très picturalement des épaules à chaque pas qu'il faisait, l'épaule au rythme de la jambe. Tenez, regardez-moi ça, monsieur l'auteur. Je veux dire, un étudiant et un ex, en plus de ça, il ne perd rien. Il a signé des traites, il ne libère pas son logement, il accumule contre lui plainte sur plainte, et monsieur prend la mouche parce que j'allume une cigarette devant monsieur. Monsieur fait des saleté lui-même, et tenez, regardez-le maintenant. Le voilà devant nous, sous son aspect, n'est-ce pas, le plus avenant. Pauvreté n'est pas vice, mon vieux. Mais bon, on sait bien, de la poudre. Il n'a pas pu supporter qu'on l'offense, il a dû vous vexer pour je ne sais quoi. Et vous non plus, vous n'y avez pas tenu, poursuivait Nicodim Fomitch, s'adressant aimablement à Raskolnikov. Mais vous avez eu tort. C'est... je vous dirais un homme, mais des plus honnête. Sauf que c'est de la poudre, de la vraie poudre. Il s'enflamme, il se met à bouillir, il s'embrase et fini. Et tout est passé. Ce qui reste, c'est son cœur d'or. Au régiment encore, on l'appelait comme ça, lieutenant la poudre. Ah oui. Et ce régiment que c'était, s'exclama Ilya Petrovitch, très satisfait qu'on sache si bien le caresser dans le sens du poil, mais tout en continuant à bouder. Raskolnikov eut soudain envie de leur dire à tous quelque chose d'incroyablement gentil. « Mais voyons, capitaine, commença-t-il d'une voix tout à fait déliée, s'adressant soudain à Nicodim Fomitch, mettez-vous un petit peu à ma place. Je suis même prêt à lui demander pardon si je lui ai manqué de respect d'une façon ou d'une autre. Je suis un étudiant pauvre et malade, accablé, c'est le mot qu'il employa, accablé, par la pauvreté. Je suis un ancien étudiant parce que, en ce moment, je ne peux plus subvenir à mes besoins, mais je vais toucher de l'argent. J'ai une mère et une sœur dans la province de X, elles vont m'en envoyer, je paierai. Ma logeuse est une brave femme, mais elle m'en veut tellement de ce que j'ai perdu mes leçons et que je ne la paie plus depuis 4 mois, elle ne me sert même plus mes repas. Mais je ne comprends absolument pas ce que c'est que cette traite.
Maintenant, elle me fait injonction, mais qu'est-ce que je peux lui payer? Jugez vous-même. Mais ça, ce n'est pas notre affaire, remarqua à nouveau le secrétaire. Permettez, je suis tout à fait de votre avis, mais permettez-moi aussi d'expliquer, reprit à nouveau Raskolnikov, s'adressant non pas au secrétaire, mais toujours à Nicodim Fomitch, en essayant pourtant de toutes ses forces de s'adresser aussi à Elia Petrovitch, même si celui-ci faisait obstinément semblant de fouiller dans ses papiers et, avec mépris, ne lui accordait pas la moindre attention. Permettez à moi aussi, de mon côté, d'expliquer que je vis chez elle depuis près de 3 ans, depuis que je suis venu de province, et que avant, d'ailleurs, pourquoi n'avouerais-je pas à mon tour que, depuis le début, j'avais fait la promesse d'épouser sa fille, une promesse verbale absolument libre. C'était une jeune fille, du reste, même elle me plaisait, même si je n'étais pas amoureux. Bref, la jeunesse. C'est-à-dire, je vais dire que la logeuse me faisait beaucoup crédit à cette époque, et moi, plus ou moins, je vivais une de ces vies. J'étais vraiment très frivole. On ne vous demande pas du tout ses intimités, monsieur, et on n'a pas le temps, voulut l'interrompre Ilya Petrovitch d'une voix grossière et triomphante, mais Raskolnikov l'arrêta avec fougue, même si soudain le fait de lui parler lui devint un poids terrible. Mais permettez-moi, enfin, plus ou moins de tout raconter, comment ça s'est passé, et à mon tour. Même si c'est superflu, je suis d'accord avec vous de le raconter, mais il y a 1 an, la jeune fille est morte d'typhus. Et moi, je suis resté comme locataire, comme je l'étais, et la logeuse, quand elle s'est installée dans le logement qu'elle occupe en ce moment, m'a dit, et elle me l'a dit amicalement, qu'elle me faisait une absolue confiance et tout, mais est-ce que je ne voulais pas lui donner cette reconnaissance de dette pour 115 roubles de tout ce qu'elle considérait que je lui devais? Non mais, permettez, elle a dit très précisément que dès que je lui aurais donné ce papier, elle recommencerait à me faire crédit autant que je voulais, et que jamais à son tour, et là je la cite mot pour mot, elle n'utiliserait ce papier avant que je la paie. Et là, maintenant que j'ai perdu mes leçons et que je n'ai rien à manger, elle m'envoie une injonction. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Tous ces détails sentimentaux, monsieur, ils ne nous concernent pas, coupa Ilya Petrovitch avec une insolence. Vous devez donner une réponse et prendre un engagement, et que monsieur ait été amoureux et tous ces épisodes tragiques, ça nous n'en avons vraiment rien à faire. Oh non, c'est cruel, marmonna Nicodim Fomitch, s'installant à un bureau et se mettant lui aussi à écrire. Il s'était senti comme pris de scrupules. Écrivez donc, dit le secrétaire à Raskolnikov. Écrire quoi? Demanda celui-ci d'un ton vraiment bizarrement grossier. Je vais vous dicter. Raskolnikov eut l'impression que le secrétaire était devenu plus indifférent, plus dédaigneux à son égard après sa confession, mais, chose étrange, soudain, à lui-même, il lui devint résolument égal de savoir ce que pensait n'importe qui. Et ce changement se produisit comme en un seul instant, en 1 minute. S'il avait eu envie de réfléchir un petit peu, bien sûr, il se serait étonné d'avoir pu leur parler ainsi 1 minute auparavant et de leur déballer ses sentiments. Et d'où lui étaient-ils venus, ces sentiments? Au contraire, maintenant, et quand bien même cette pièce se serait remplie soudain non plus de gendarmes, mais de ses tout premiers amis, même à ce moment-là, lui semblait-il, il n'aurait pas trouvé pour eux une seule parole humaine, tellement son cœur s'était soudain vidé. Ce n'était pas la bassesse des épanchements de son cœur devant Ilya Petrovitch, pas la bassesse non plus du triomphe du lieutenant qui, soudain, lui avait tant bouleversé le cœur. Oh, qu'avait-il à faire maintenant de sa propre infamie, de tous ses amours propres des lieutenants, des Allemands, des injonctions, des bureaux, etc., etc. Même si, à cette minute, on l'avait condamné à être brûlé vif, même là, il n'aurait pas bougé le petit doigt. Il n'aurait sans doute même pas écouté le verdict d'une oreille très attentive. C'est quelque chose d'absolument inconnu qui se produisait en lui, quelque chose de nouveau, de soudain qui n'était encore jamais arrivé. Non pas qu'il comprenait, mais il ressentait clairement de toute la force de sa sensation que dorénavant il lui était interdit de s'adresser non seulement avec des expansivités sentimentales, comme tout de suite, mais même avec n'importe quoi à tous ces gens au bureau de police, et que quand bien même ces gens-là eussent été ses frères et ses sœurs, et non des lieutenants de police, même à ce moment-là, il n'aurait plus aucune raison de s'adresser à eux, et ce, dans n'importe quelle circonstance de sa vie.
Jamais encore, jusqu'à cette minute, il n'avait ressenti une sensation aussi étrange et aussi terrifiante. Et le plus torturant, c'était plutôt une sensation qu'une conscience, qu'une analyse, une sensation immédiate, la sensation la plus torturante de toutes celles qu'il eût jamais ressenties jusqu'alors dans sa vie. Le secrétaire commença à lui dicter la forme de réponse habituelle dans ce cas-là, c'est-à-dire « Je ne peux pas payer, je promets de le faire pour tel jour, n'importe quand, de ne pas quitter la ville, de ne pas vendre mes biens, de ne pas en faire cadeau, etc. » Mais vous êtes incapable d'écrire, vous ne pouvez même pas tenir la plume, remarqua le secrétaire, examinant Raskolnikov avec curiosité. « Vous êtes malade ?»« Oui, la tête qui tourne. Enfin, continuez. »« Bah, c'est fini. Signé. » Le secrétaire lui reprit le papier et s'occupa des autres visiteurs. Raskolnikov rendit la plume, mais au lieu de se lever et de sortir, il posa les deux coudes sur la table et se serra la tête entre les mains. C'était comme un clou qu'on lui enfonçait en haut du crâne. Une idée étrange lui était venue soudain. Se lever tout de suite, venir vers Nicodim Fomitch et lui raconter tout ce qui s'était passé la veille, tout jusqu'au moindre détail, et puis aller ensemble avec eux jusqu'à chez lui et leur montrer les objets dans le coin, dans le trou. Cet appel était d'une force telle qu'il s'était déjà levé de sa place pour lui obéir. Une idée lui passa par la tête, ou peut-être réfléchir une minute. Non, plutôt sans réfléchir et un poids en moins. Mais soudain, il s'arrêta comme foudroyé. Nicodim Fomitch parlait avec passion à Ilya Petrovitch et il perçut ces dernières paroles. « Pas possible, ils seront libérés tous les deux. D'abord, tout est en contradiction. Jugez vous-même pourquoi ils auraient appelé le concierge s'ils avaient fait le coup, pourquoi se dénoncer eux-mêmes. »« Pas possible, ils seront libérés tous les deux. D'abord, tout est en contradiction. Jugez vous-même pourquoi ils auraient appelé le concierge s'ils avaient fait le coup. Pour se dénoncer eux-mêmes, peut-être? Ou alors par ruse? Non, ce serait trop rusé. Enfin, l'étudiant Pestriakov a été vu devant l'entrée de l'immeuble par les deux concierges et par une bourgeoise à la minute même où il entrait. Il marchait avec 3 de ses amis, il les a quittés juste à la porte et il a demandé l'adresse au concierge encore en présence de ses amis. Non mais, est-ce qu'on irait demander l'adresse si on n'y va pas avec les intentions pareilles? Et Koch, lui, avant de passer chez la vieille, il est resté une demi-heure chez l'argenteur. Il l'a quitté à 8h moins le quart précise pour monter chez la vieille. Maintenant, réfléchissez. Permettez alors. Comment est-ce qu'ils en arrivent à cette contradiction? Ils assurent qu'ils ont frappé à la porte et qu'elle était fermée. Et 3 minutes plus tard, quand ils arrivent avec le concierge, ça y est, la porte est ouverte. Le voilà le truc, l'assassin était là évidemment, il s'est enfermé au loquet et évidemment on lui aurait mis la main dessus si Koch n'avait pas fait l'imbécile quand lui aussi il est parti chercher le concierge. Et lui, c'est précisément dans cet intervalle-là qu'il a eu le temps de descendre l'escalier et de se faufiler d'une façon ou d'une autre. Koch n'arrête pas de se signer, si j'étais resté là, il dit, il se serait jeté dehors, il m'aurait tué à coups de hache, il veut faire dire une messe russe. Et l'assassin alors, personne ne l'a vu? Comment voulez-vous? L'immeuble, c'est une vraie arche de Noé, remarqua le secrétaire qui écoutait depuis sa place. Une affaire limpide, répéta avec fougue Nicodim Fomitch. Non, pas limpide du tout, reprit Ilya Petrovitch. Raskolnikov prit son chapeau et se dirigea vers la porte, mais cette porte, il ne l'atteignit pas. Quand il revint à lui, il vit qu'il était assis sur une chaise, qu'il y avait un homme qui le soutenait sur la droite, et que sur sa gauche se tenait un autre homme avec un verre jaune rempli d'une eau jaune, et que Nicodim Fomitch était devant lui, l'observant de toute son attention. Il se leva de la chaise. « Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade ?» demanda assez brutalement Nicodim Fomitch. Quand monsieur signait, il avait du mal à tenir la plume, remarqua le secrétaire, se rasseyant à sa place et se remettant à ses papiers. « Et ça fait longtemps que vous êtes malade ?» cria Ilya Petrovitch depuis sa place, lui aussi en feuilletant des papiers. Lui aussi, bien sûr, il avait observé le malade quand il s'était évanoui, mais à présent que celui-ci avait repris conscience, il était revenu à son bureau. « Depuis hier » marmonna en réponse Raskolnikov. « Et hier, vous êtes sorti ?»« Oui. »« Malade ?»« Oui. »« À quelle heure ?»« Vers 7h du soir. »« Et où, si je puis vous le demander ?»« Dans la rue. » C'est clair et net. Raskolnikov répondit brutalement d'une voix hachée, pâle comme un linge.
sans quitter de ses yeux noirs et brûlant le regard d'Ilya Petrovitch. « Il tient à peine sur ses jambes, et toi ?» voulut remarquer Nicodim Fomitch. « Ça fait rien », répondit comme bizarrement Ilya Petrovitch. Nicodim Fomitch voulut ajouter encore quelque chose, mais après un coup d'œil vers le secrétaire, lequel à son tour le regardait très attentivement, il se tut. Tout le monde se tut soudain. C'était étrange. « Bon, ça va, » conclut Ilya Petrovitch. « On ne vous retient pas. » Raskolnikov sortit. Il put encore entendre, comme il sortait, qu'une discussion animée était en train de s'engager. Discussion au cours de laquelle la voix questionnante de Nicodim Fomitch résonnait le plus fort. Une fois dehors, il reprit complètement conscience. « Une perquisition, ils vont faire une perquisition », se répétait-il en se pressant de rentrer. Les bandits, ils soupçonnent. La peur qu'il avait ressentie l'avait repris tout entier, des pieds jusqu'à la tête.